Jacques Pujos, qui est le commissaire du massif Pyrénées, chargé d'enquête peut-être, savoir, bientôt. Ouais. Merci, monsieur. Et puis, bien sûr, Denis Puech, que pour ceux qui étaient là hier connaissent, et qui est donc vice-président en charge de la culture et du patrimoine sur donc cette nouvelle A3CP dite CCCP, comme on a vu hier. Voilà, merci beaucoup Denis. Alors je profite pour saluer aussi donc, monsieur Jean-Michel Vignot qui est présent, Jean-Noël, pardon, qui est présent, qui est donc le président de l'A3CP, qui bien sûr nous fera ses réflexions et son mot pour tout à l'heure en conclusion de la conclusive. Voilà. Alors, sur l'animation de cette table ronde, hein, on est évidemment dans des échanges, n'est-ce pas? On est aussi sur quelque chose qui a le souhait d'être un petit peu concret, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, là, on ne va pas vous demander de nous dire ce que vos institutions pensent, font, évidemment un tout petit peu, mais c'est pas ça le cœur et l'intérêt de cette table ronde. L'intérêt de cette table ronde, me semble-t-il, c'est que vous puissiez réagir, nous livrer vos points de vue, à la fois l'institution, mais en tant que aussi, on va dire, citoyen. Hein, et puis, si vous avez des choses à nous dire, qui iraient contre les institutions, on couperait les micros, et puis vous pourriez nous livrer vos informations. Donc tout ça, en fait, sans crainte, on est vraiment là pour travailler sur ces questions de projet culturel, projet territoire et territoire. Parce que il nous semble qu'il y a là quelque chose qui est important dans ces temps de mutation, dans ces temps de changement, dans ces temps où des problématiques de société nous font face et on voit dans quelle tension on peut être. Il me semble que c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Alors, si vous le souhaitez, nous pourrions procéder de la manière suivante, c'est-à-dire une première présentation de qui vous êtes, qui vous représentez et ce que vous comptez faire, alors, notamment au niveau du département et donc du massif Pyrénées. Et puis ensuite, peut-être dans un second temps, on va dire, second tour, on fait un petit peu plus en détail sur, en fait, cette question de projet de territoire, projet culturel et au regard de ce qui s'est dit au niveau de la restitution, même si Charles, je sais que vous êtes arrivé un petit peu vous avez eu la réunion ce matin, donc voilà, mais on avait eu l'occasion d'en discuter au téléphone. Voilà, alors, Madame Déby. Voilà. Moi, j'étais pas parti là-dessus, c'est pas grave. Ah, mais. J'ai un texte assez. Mais qui va un discours. Qui va balayer un peu tout, hein. Vous allez vous y retrouver, je sais pas comment. On verra. Voilà, vous verrez. Oui, je suis animateur, c'est la salle qui décidera, si vous voulez. Si ça va pas, bon. Changement de programme, visiblement. Bon, d'abord, je voulais tous vous saluer, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le vice-président de la communauté de communes en charge de la culture, monsieur le commissaire de massif, monsieur et mesdames les élus, président d'associations et bénévoles fortement impliqués dans les projets culturels, et bien entendu, mesdames et messieurs, chers amis. Bon, je voudrais d'abord excuser le président Nérou qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, président du conseil départemental, Raymond Berdoux, conseiller départemental, vice-président en charge de la culture, Martine Esteban, conseillère départementale, qui est présidente de la commission culture, tous retenus. Voilà, je voulais évoquer avec vous quelques points, vous verrez si ça donne lieu à questionnement. Vous avez choisi le Couserans pour ces rencontres nationales, projets artistiques et culturels en milieu rural. C'est une chance pour nous, pour vous tous, mais pour nous. Et je ne peux pas croire qu'il s'agisse d'un hasard. Le Couserans s'est construit au cours du temps. Il n'est nullement le pur résultat
d'une loi, vous l'avez évoqué, qui lui imposerait des contours administratifs, plaqués comme cela, sans discernement et sans fondement. Il est couserant avant d'être Couserans-Pyrénées, cette grande communauté de communes, résultat d'une forte volonté et réflexion collective, vous l'avez évoqué, je crois que c'était des mots qui ont été évoqués ce matin, sans doute impulsés par la loi NOTRe, oui, mais propulsés et imaginés, car elle parle avant tout d'un véritable espace de vie, car elle parle des hommes et des femmes, d'un territoire, car elle parle de projets et de services, d'humanité et de lien social, d'accueil et d'ouverture, de partage et de construction collective. Couserans-Pyrénées, c'est avant tout une communauté de communes volontaires dans ses approches, comme elle le fut de tout temps. Forgée et maçonnée sans doute par son histoire, communauté d'hommes et de femmes, parfois rebelles, jamais inféodés, épris de liberté et avec parfois quelques velléités d'indépendance. Cet espace, je vois que ça me fait rire, mais c'est pourquoi. Cet espace de vie a su développer au cours du temps ses propres approches, ses propres orientations, son propre imaginaire. Ici, ruralité ne rime jamais avec fatalité. Bien au contraire, le Couserans est avant tout incubateur de projets, innovant socialement, ouvert sur le monde, conscient de son monde, mais avant tout, grand tisseur de liens humains. L'ADEC et son projet culturel de territoire trouvent ici depuis 2011 un terrain d'expérimentation approprié, relativement précurseur dans ses approches, construit autour d'acteurs locaux, maillant cet espace. Innovant dans vos approches, car c'est une communauté d'acteurs qui a construit de longue date un projet culturel sur ce territoire dans une démarche collective, transversale et concertée. Acteurs du Soliman, préfigurateurs d'une SPAC, nous avons démontré ensemble notre capacité à construire avec la nécessaire mise en place de conventions qui nous lient, oui, bien sûr, mais qui nous engagent, tant mieux, mais qui jamais ne nous enchaînent. Jamais, car nous sommes partenaires et co-constructeurs de projets partagés. Dans une logique de parcours culturel, vous avez su trouver ce lien indispensable qui donne cohérence et intensité à tout projet, agrégeant la diversité des politiques culturelles, des politiques éducatives, la lecture publique, déjà construit autour d'un principe de réseau qui maille tout le territoire de l'Ariège et le Couserans en particulier. Pas plus que les autres. Précurseur peut-être, curieux sans aucun doute, car vous êtes naturellement interrogé pour identifier comment notre patrimoine pouvait alimenter, influencer et inspirer notre territoire. Le département a fait en ce sens son propre chemin, avec des résidences d'artistes à Notre-Dame-de-la-Seine par exemple. Le Couserans sera innovant, comme il l'a toujours été, et nous serons partenaires demain comme aujourd'hui. C'est mon avis, c'est ma vision d'un réseau construit au fil du temps, mais aussi conforté par la loi NOTRe qui réaffirme notre responsabilité conjointe, collectivité et État, en matière culturelle, un engagement collectif au service de l'intérêt général. Vous faites vivre cette fonction expérimentale, inhérente aux terres qui bougent, respirent et aspirent, car vous avez fondé un laboratoire d'idées et de projets qui aujourd'hui sont le fondement du Couserans. Ce lien indélébile entre les hommes et les lieux, entre les hommes et leur histoire, réinventant le présent et l'avenir. Conscient des enjeux de l'accès à la connaissance, du libre arbitre et du droit à la culture, récemment inscrit dans la loi, le projet culturel du Couserans est désormais porté par une volonté politique forte avec le pôle culturel qui concrétise cet acte majeur au sein de la communauté de communes et l'ADEC qui, sous cette impulsion, mais qui est né un peu avant quand même, a cette fonction d'expertise artistique, me semble-t-il, et acteur majeur de la mise en collaboration des acteurs. En vous livrant ces quelques réflexions, j'ai bien conscience que vous êtes
livré depuis plusieurs jours à un exercice, enfin, je pense que c'était qu'une journée, à un exercice bien plus fouillé que le mien, mais peut-être moins périlleux, car il y a beaucoup d'inconscience, j'en ai sans doute un peu, et il faut être un sacré funambule pour conclure des ateliers, ou au moins lancer quelques questionnements, quand malheureusement je n'ai pu y participer. Je le regrette, je vous le dis sincèrement, soyez-en bien certains. Je n'ai pas la prétention de vous éclairer, loin de moi cette pensée, juste l'envie de poser le regard quelques instants, prendre le temps d'interroger nos pratiques, d'échanger ensemble, de construire collectivement les réponses de demain sur ce territoire qui vous inspire, que j'habite et qui m'habite. Terre de création et de diffusion, terre d'innovation et du construire ensemble et du vivre ensemble. Je vous remercie pour la qualité de vos échanges, de nos échanges. Je vous remercie pour vos retours d'expérience. Je vous remercie pour votre action au service du bien vivre commun. Merci. C'est exploitateur, péchu, mais ça doit faire plaisir à la tête. Formidable. Bon, évidemment, vous pourrez avoir, et on pourra avoir quelques questions sur voilà, votre vision au niveau du département sur ces questions sur la manière en fait de pouvoir mettre en réseau justement et d'appuyer les acteurs, les réseaux au niveau des territoires de proximité. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Christine Gaston, conseillère départementale. Enchanté, bienvenue. D'accord. On n'entend pas du tout. Alors, tenez, vous pouviez nous dire Oui, mais bonjour à toutes et à tous. Bon, j'ai un peu de retard, mais Christine est présente. Et je vais dire, oui. J'espère que ces 2 jours sont constructifs. Puis comme Christine l'a rappelé, nous sommes des partenaires de territoire. Et depuis de nombreuses années, on soutient toutes ces dynamiques. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, comment c'était dit, monsieur Péjos, votre regard au niveau du massif pyrénéen, au regard de ces questions de territoires ruraux, de ces questions de montagne, de ces questions de culture et développement territorial, de ces questions voilà, d'action et de mise en projet, de mise en dynamique des acteurs sur les territoires, au regard en fait des politiques que vous conduisez, à la fois au niveau de l'État, mais aussi en charge de la coordination des différentes politiques et des différentes visions des collectivités territoriales. Bien, bonjour à toutes et à tous d'abord. Alors moi je n'ai pas venu avec un discours, j'ai eu des idées en tête, bon, il y a certaines que j'essaie de faire passer, mais je compte aussi sur l'interaction avec l'animateur d'un côté, avec la salle de l'autre, pour voilà, vous dire d'autres choses, ou répondre à des préoccupations plus pratiques. Voilà, je vais essayer de parler un peu aussi de sujets concrets, au-delà de la présentation de qui je suis. Voilà, donc, je suis commissaire des Pyrénées. Bon, alors je ne fais pas d'enquête, je ne menace personne. Voilà, donc simplement, il y a une particularité en France, c'est qu'on a des institutions montagnardes, on a des lois, il y a la montagne, il y en a une qui vient d'être votée là, en décembre dernier, oui, donc c'est tout frais, donc il y a des institutions et les commissariats de massif font partie de ces institutions, de ces instruments. Voilà, donc, notamment l'État met en œuvre des moyens spécifiques dans le cadre d'une politique contractuelle qui est arrêtée avec les régions, qui s'appelle les conventions de massif. On gère ces moyens-là. Et puis, quand on gère les moyens, on est amené à s'intéresser évidemment aux thématiques qui sont ciblées sur les moyens. La culture n'en fait pratiquement pas partie. Bon, c'est pas considéré comme étant un sujet commun aux régions. Il y a l'État voilà, sur les Pyrénées. C'est une question de choix à un moment. Il y a des sujets qui sont envoyés aux régions, il y a certains sujets qui sont abordés dans une approche interrégionale et montagnarde spécifique. La culture ne fait pas partie donc,
sujets qui sont abordés à l'échelle pyrénéenne. Voilà, mais je m'intéresse à ces questions, je m'intéresse à toutes les questions qui ont trait à la montagne. Dans mes fonctions, je suis obligé de m'intéresser au devenir des stations de ski, à l'ours, je sais pas, aux questions de mobilité, aux questions de santé. Voilà, enfin, absolument tous les sujets pyrénéens me sont familiers quelque part. Bon, voilà, voilà. Et la culture, bon, je m'y intéresse aussi. Bon, il se trouve qu'on soutient de temps en temps certaines initiatives, des associations, des animations, des festivals, etc. Il se passe plein de choses dans les Pyrénées. Enfin, c'est vrai que la représentation, c'est que c'est un territoire un peu de confins, où il se passe plein de choses que dans les villes, par exemple. Mais de fait, il se passe des choses, y compris donc dans le domaine culturel. Je vais citer un exemple. Dans le domaine de la musique, vous avez à la fois des groupes folkloriques très traditionnels, puis vous avez aussi dans un certain nombre de villes, Foix, Mus, Le Ronde, Festival de Jazz. Donc, vous voyez, on est dans des types de représentations, de manifestations qui ont rien à voir, donc on couvre un spectre assez large et un nombre assez important de centres d'intérêt. Voilà. Alors donc je m'intéresse à tout et alors les politiques territoriales, les politiques de massif. Alors le massif des Pyrénées est défini par un texte, un décret qui fixe quelles sont les communes qui en font partie, quelles sont les communes qui n'en font pas partie. Bon, donc, à l'intérieur de ces limites, ça c'est assez simple, vous avez des gens, des populations, c'est déjà plus compliqué à définir, parce qu'il y a des gens parfois qui ont des itinéraires mixtes, hein, qui sont pour partie pyrénéens, pour partie... J'ai regardé il n'y a pas très longtemps, dans l'Ariège, il y a des communes qui ont pratiquement 0 habitant, et dans les Pyrénées, c'est le cas. Dans l'autre, par exemple, il y a eu longtemps des communes, il y avait 1 habitant, 0 habitant, 2 habitants, 2 habitants, bon, pour autant, il y a un conseil municipal, il y a des élus, parce que il y a des propriétaires qui vivent, qui passent du temps, une partie de l'année dans ces communes. Voilà. En tout cas, ça pour dire qu'il y a des échanges, je dis des banalités en disant ça, mais enfin c'est important parce qu'il y a cette relation qui est entre l'extérieur et la montagne, qui est une source de nombreux questionnements. Moi j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années en Corse, vous voyez, bon, la Corse, il y a ceux qui habitent sur place, mais il y a aussi... alors qu'on est vraiment dans un territoire qui n'est pas seulement administrativement défini, mais géographiquement très très défini. En Corse aussi, quand on y est, quand on n'y est pas, même s'il y a des petits îlots sur les bords, on ne sait pas très bien si on est tout à fait en Corse ou pas en Corse, mais si vous voulez, en tout cas il y a une entité géographique, culturelle, etc., qui est certainement beaucoup plus facile à définir que dans plein d'autres régions, dans plein d'autres territoires. Mais vous avez cette interaction, effectivement, entre le territoire et puis tous ceux qui vivent ailleurs. À une époque, on disait toujours la Corse, capitale de Marseille, sous-préfecture, dit c'est Toulon, les habitants qui vivent à l'extérieur du territoire. Et les Pyrénées, c'est aussi ça, c'est des gens qui vivent, des élus qui les représentent, qui vivent aussi. J'ai entendu ce que vient d'expliquer sur le fait qu'elle vivait dans le pays, elle vivait pour le pays, etc. Mais il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Et puis il y a des gens qui viennent de manière occasionnelle. Ça c'est quand même, bon, c'est une particularité assez forte dans les montagnes. Il y a des gens qui passent quelques jours chaque année, bon, qui sont très importants dans l'économie du territoire. Donc c'est vrai que définir un territoire, ça amène à se poser des questions sur les interactions. Voilà. On n'est vraiment pas dans des systèmes figés. Voilà. Mais c'est vrai que quand on définit, alors aujourd'hui la notion de projet, c'est vraiment le mot valise dans les entreprises, dans les organisations publiques. Maintenant tout le monde est dans cette logique où il faut faire des projets. Si vous n'avez pas de projet et que vous pointez devant votre supérieur, vraiment vous êtes considéré comme le dernier des imbéciles ou des incapables, etc. Donc il faut avoir des projets. Donc c'est vrai que cette culture du projet, maintenant, elle a effusé dans toutes les organisations. Vous parliez tout à l'heure, je m'excuse de ne pas avoir assisté à l'ensemble des rencontres, mais par exemple, les appels à projets, c'est vrai que c'est devenu un mode de plus en plus important en matière d'allocation d'argent public. Voilà. Donc les gens rentrent dans cette logique-là, avec les mérites que ça peut avoir et aussi les difficultés que ça peut représenter. C'est vrai que tout à l'heure, la personne qui faisait la synthèse, qui
justement, finalement les calendriers ou les contenus avaient du mal à s'envoyer de manière convenable. Ça mettait en difficulté effectivement des acteurs qui éventuellement n'étaient pas prêts au moment où l'appel à projet était lancé, au contraire répondaient de manière trop précipitée. Ces techniques d'appel à projet parfois créent un peu des effets d'aubaine, des effets d'opportunisme pour les acteurs, etc. Donc on se rend compte que ce sont des projets qui sont parfois un peu inconsistants. Par contre, ça a aussi le mérite effectivement de régénérer un peu les bénéficiaires, les sujets aussi. Puis ça permet aussi pour celui qui détermine le contenu de fixer un cadre politique au moins qui est lisible, qui est clair. Voilà. Donc cette notion de projet, bon, c'est une notion qui est partout maintenant, qui est présente dans les Pyrénées. Voilà. Bon. Après, moi ça m'amène toujours deux questions quand on parle projet culturel de territoire. Bon. Le territoire, je le disais, vit à l'extérieur, donc c'est vrai que quand on est dans une logique territoriale et administrative trop forte, eh ben, on ne discute pas assez avec les voisins. Moi je le vois par exemple, bon ici on est sur le territoire d'un parc naturel régional, mais en France on a je sais pas, une cinquantaine de parcs régionaux, vous avez une dizaine de parcs nationaux, dont chacun un projet de territoire à travers une charte. Voilà. Bon, et voilà, et c'est quand même un exercice qui est extrêmement intéressant, sauf que on tourne en rond, on tourne ensemble, etc. Et on ne se pose pas la question de l'interaction avec les voisins. Par exemple, la relation entre la ville et la montagne, je me tourne vers Jean-Yves Bergaud, sur ces questions-là, par exemple. C'est pas forcément une question qui est spontanément abordée, parce que les acteurs, finalement, quand ils discutent de leur territoire, ils discutent entre eux, pas de manière très facile avec leurs voisins, ne serait-ce que parce que c'est pas organisé. Parfois, vous savez, en France, les textes de loi qui organisent les procédures sont assez précis. On explique, vous avez tout un calendrier, des procédures de consultation, etc., qui sont fixées par ce texte. Et ces procédures ne laissent pas de liberté très grande pour inventer des procédures d'association avec d'autres personnes. Et alors, deuxième sujet, projet culturel. Alors, aujourd'hui, moi je m'intéresse à tout un tas de filières. Bon, et sincèrement, en plus, en essayant de comprendre ce qui s'y passe et éventuellement si on demande un avis, d'avoir un avis un peu éclairé sur ces questions-là. Bon, ce que je vois, par exemple, c'est que effectivement, le fait que chaque filière rentre dans une logique de projet, ça la prive évidemment de s'intéresser à ce que fait la filière d'à côté. Voilà. C'est le cas dans le domaine du tourisme. Dans les Pyrénées, on a inventé un tourisme qui s'est développé de manière très indifférente, par exemple, à d'autres acteurs. Par exemple, vous avez qu'à voir le nombre d'agriculteurs qui sont investis dans l'économie touristique en France, c'est dérisoire. Alors que c'est la règle, beaucoup plus la règle en Espagne, en Italie. Vous avez des concepts d'agritourisme, par exemple, qui sont répandus de manière extrêmement abondante. Donc, en France, les touristes sont avec les touristes, les agriculteurs sont avec les agriculteurs, chacun navigue dans son couloir. Et je pense que c'est pas forcément très satisfaisant. Aujourd'hui, il y a des questions, la question environnementale, ou les questions environnementales nous interpellent tous. C'est un sujet qui est assez fréquemment conflictuel. Dans les Pyrénées, par exemple, il y a des grandes questions sur l'urbanisme, le tourisme, la question de l'ours, la question d'un certain nombre de débats, la formation de tel type d'activité, etc. C'est toujours conflictuel, voilà, parce qu'on n'est pas forcément dans une culture où chacun essaye de définir ses actions en regardant ce que fait le voisin. Voilà. Donc ça, voilà. On n'est pas forcément dans une logique de compromis. On n'est pas, c'est pas simplement une logique de compromis, c'est une logique de travail en commun, voilà, qui est quand même enrichissante. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont déjà fait ce que j'encourage par ailleurs. Hein. Il y a des acteurs qui aujourd'hui, effectivement, sont capables, dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, etc., dans le domaine de l'industrie, d'avoir des discours très convaincus et de mettre en œuvre des actions très concrètes dans le domaine de l'environnement. Voilà, donc c'est quand même une question. Je veux dire, l'environnement, c'est pas une question secondaire, c'est une question importante qui doit intégrer l'ensemble des filières, des champs d'activité. Voilà.
cette notion de projet culturel, c'est voilà, moi je ne préconise pas de dissoudre une thématique dans toutes les autres, voilà, parce que effectivement les acteurs comme vous vous intéressez à un sujet particulier, s'y retrouvent pas. Mais en tout cas, ayez quand même à l'esprit de lancer des ponts, et trouver des méthodes de discussion avec les autres acteurs, parce que voilà, sinon ça fait chaque profession, effectivement, chaque filière tend un peu à s'isoler. Voilà, et on a besoin de faire là-dessus. Alors moi, j'aime bien le terme de fraternité, mais j'aime bien le terme de solidarité aussi aujourd'hui. C'est vrai qu'on est, on est dans un pays où finalement les mécanismes de solidarité, tout le monde parle de solidarité, on a l'impression qu'on est un pays très solidaire par rapport à d'autres pays qui en compétition sont plus souvent en vigueur, sauf qu'on a aussi des mécanismes institutionnels qui créent finalement des frontières, des limites, etc. On va parler tout à l'heure des compositions communales, intercommunales, etc. Finalement, on favorise plus les égoïsmes qu'on ne crée des solidarités. Voilà. Donc ça, c'est quand même une préoccupation voilà. Je reparlerai peut-être tout à l'heure des questions Non, mais merci. On va finir le tour de table, mais j'en suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle, d'autant que vos questions ont été largement abordées hier. Cette question de droit à la culture et de droit culturel, on a vu que c'était pas tout à fait la même chose. Hein. Le droit à la culture, c'est quand même la Convention, et ça remonte à 48, la question des droits culturels. Et on voit qu'il y a des nuances qui sont importantes pour la vie des gens sur les territoires. Et donc, quelle prise en compte de ces aspects-là dans les politiques publiques et comment on les co-construit, ça c'est quand même été un point très important hier. Charles, sur les questions de culture en tant que filière, on a tordu le coup hier, me semble-t-il, de façon définitive, hein, et ce qu'on a entendu ce matin au niveau de l'institution, c'est-à-dire en fait la culture, elle est régulière. Voilà. C'est à la fois l'objet complexe, c'est à la fois difficile, mais finalement la réflexion c'est de dire, en gros, évidemment que l'agriculture, évidemment que l'économie, évidemment que les modes de vie, évidemment que nos modes d'interaction et de solidarité sont à un moment ou un autre irrigués, pensés, mis en avant par ces questions culturelles, et que la culture d'un territoire, c'est la mise en valeur de ce territoire. Donc c'est la capacité à la culture et au territoire de pouvoir se diversifier au niveau tourisme, voilà, repenser les organisations, y compris sur le plan urbanistique. Évidemment que derrière la question culturelle, elle est essentielle. Et pour autant, dans les politiques de développement territorial, dans les politiques de proximité, des territoires de proximité, la culture est toujours un peu croupion. Rarement au niveau national, on entend parler de politique locale culturelle. Rarement on voit des intercommunalités choisir, et c'est en ça que, me semble-t-il, le Couserans est exceptionnel au niveau national aujourd'hui, une compétence, la compétence culture, en l'occurrence culture et patrimoine. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est convaincu que la culture est essentielle, et pour autant, elle n'en fait pas un objet particulier en matière de politique locale. Comment se fait-il que la question de la montagne, qu'il s'agisse du Massif central, des Pyrénées, du Jura ou des Alpes, il n'y ait pas de levier pour faciliter la construction de dynamiques locales culturelles, pour aider les acteurs qui souhaitent se solidifier, se consolider, irriguer comme on l'a vu hier au niveau de leur territoire, qu'il n'y ait pas finalement d'appui. Et puis ce qu'on a évoqué hier, c'est que l'appel à projet, la mise, si j'étais mauvaise langue, j'assume, la mise aux enchères de l'argent public aujourd'hui via ces appels à projets, au bout d'un moment c'est un peu gênant parce que ça renforce la compétition entre les territoires, ça renforce la concurrence et ça renforce finalement ce que vous dites à la fin, c'est-à-dire les égoïsmes territoriaux, la façon en fait, et nous en avons parlé hier aussi, de se penser au niveau des élus, voire des habitants, comme des territoires finis, des territoires de circonscription qui restent quand même des territoires de gestion, voire de circonscription électorale. Quand il s'agit, depuis hier, d'évoquer la vie et d'évoquer finalement comment, ensemble, nous allons vivre mieux et nous allons essayer de construire un environnement qui nous convient
c'est ces questions-là qui, effectivement, vous avez raison, sont aujourd'hui centrales et essentielles pour nous, qui représentent des enjeux extrêmement forts pour les populations, les habitants et les acteurs culturels, et bien sûr les élus que vous êtes, et qui sont au cœur de ce séminaire, au cœur de nos enjeux. Alors, Denis, voilà, je ne sais pas. Non, mais on revient, hein, on a le temps, il va y avoir les réactions, les questions, et puis on va vous solliciter. Hein. Non, mais voilà, Denis, sur ce que tu as entendu, sur les travaux qui ont été menés, sur les paroles d'acteurs, au regard en fait, des enjeux qui sont évoqués aujourd'hui au niveau de cette nouvelle intercommunalité, quelle première réaction, voire éventuellement quelques enseignements, quelle mise en perspective vous retirez de ce séminaire, de ces problématiques pour l'action locale, l'action territoriale. Merci. Oui, donc moi effectivement je vais être beaucoup plus court puisque ça fait déjà un moment hier qu'on partage, qu'on cuisine ensemble sur ces sujets, j'allais dire pour les locaux, pour toute neige. Voilà, donc par contre j'ai retenu moi une ou deux choses et qui rejoignent un peu ton interrogation. D'abord d'une façon assez générale, je crois que, et ça a été évoqué par un intervenant hier longuement, tout ça renvoie à la question du droit culturel. Fondamentalement, là il y a une nouveauté, c'est cette inscription du droit culturel dans le droit, qui est et cette reconnaissance implique une action active de la collectivité, on l'a dit aussi hier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement garantir des libertés, des droits, même si c'est ça aussi, hein, la liberté de pratiquer la culture telle qu'on l'entend et sans limite et sans censure. Mais c'est également, ça implique une action volontariste de la collectivité. Et ça se traduit à tous les niveaux, ça se traduit au niveau international, ça se traduit au niveau national, et ça se traduit aussi concrètement à notre niveau beaucoup plus local. Voilà, ça c'est la première chose, donc ça fait partie des fondements. Et finalement ces fondements, on les a repris nous dans le projet de territoire que nous avons élaboré. Et on a une espèce de, c'est pas un préambule, mais on a quelques lignes quand même de préambule à notre projet qui rappellent un peu ces fondements. Ensuite, j'ai retenu aussi que sur la gouvernance et des initiatives, en fait, il y avait plusieurs façons d'aborder la chose, et au travers des exemples qui ont été évoqués par les uns et les autres, on voit que finalement, le développement culturel d'un territoire participe, bien sûr, comme on l'a dit, à l'économie, à l'attractivité, etc. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été fait, on ne va pas la répéter, mais ça part d'expériences différentes. Par exemple, ça peut partir de lieux. Hein, on a vu plusieurs exemples où ça partait de lieux. On a parlé de fabriques de culture. On a parlé de tiers-lieux qui associaient à la fois des associations ou des acteurs culturels et des acteurs économiques de l'entreprise, etc. Donc voilà, il y a différentes façons d'aborder et de faire démarrer le processus. Et il y a aussi la démarche qui est la démarche partagée, qui est celle qui est impulsée alors soit par les acteurs locaux et qui associent les collectivités, c'est souvent le cas, soit dans un cas encore plus favorable, qui est impulsée par la collectivité. Je fais référence à l'intervention de M. Bazin hier à l'ordre, le maire de l'ordre, mais qui n'impose pas une vision, mais qui la travaille avec ses acteurs locaux. Voilà. Et donc nous, la démarche qui a été la nôtre dans le 12 rangs, et là je m'exprime aussi au nom du président Jean-Noël Mignot qui est là, hein, c'est celle d'une action conjointe, donc co-construite entre la collectivité et les acteurs. Et alors évidemment, là aussi on en a parlé hier, je dirais que la conjonction est favorable puisque avec la redéfinition de la nouvelle communauté de communes, ça a reposé les choses et ça nous a permis un peu de réfléchir sur tous ces sujets.
Donc nous, on a élaboré un projet culturel de territoire, on l'a co-construit avec les acteurs, et puis on a également, Christine Péqui l'a évoqué tout à l'heure, créé une agence de développement culturel. Et les deux se complètent, et la question est de savoir comment aujourd'hui elles vont se compléter mieux ou pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la communauté de communes, on a créé un pôle culture, ça a été dit aussi, un pôle culture qui est structuré, organisé et qui rassemble à la fois le développement culturel, le réseau de lecture publique, le patrimoine. Et on s'est aperçu en quelques mois de travail que en fait, cette association des droits ouvrait des champs de possibilités qui étaient extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a des interactions déjà qui se mettent en place, qui s'imaginent, des projets transversaux qui s'imaginent entre ces trois secteurs. Et quand on a parlé tout à l'heure du patrimoine, les rapporteurs ont bien mis l'accent sur le fait que le patrimoine ou la restauration du patrimoine, c'était pas simplement restaurer 4 cailloux, enfin, ou restaurer un beau bâtiment, et puis après on y met vite une collection de je sais pas quoi, pour l'ouvrir le plus vite possible aux touristes, pour le valoriser. C'est pas valorisé, ça c'est rentabilisé, c'est pas valorisé. Et encore ça marche pas, parce que quand c'est mal fait, en plus ça marche pas. Voilà. Donc ça veut dire que ça veut dire que vous voyez, la notion de patrimoine, elle renvoie aussi à la notion de contenu culturel et de projet culturel qu'on peut mettre dedans. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Pareil pour la lecture publique, avec les actions de création culturelle. Voilà, il y a des échanges des lieux. On a parlé des 24 heures du mot aussi tout à l'heure. Voilà, un exemple. Alors voilà, donc la question qui se pose pour nous aujourd'hui dans le Couserans, c'est le rôle de l'ADEC par rapport à cette structuration du pôle culture de la communauté de communes. Et là, les pistes sont celles du rôle d'expertise, où les acteurs sont évidemment très bien placés, les mieux placés. Le rôle d'expérimentation, le rôle de création et le rôle de, comme on l'a dit tout à l'heure, de co-construction du projet culturel, parce qu'un projet culturel, c'est pas quelque chose qu'on fait à un moment donné une fois et puis voilà, on a un beau projet et puis pendant 20 ans, voilà. C'est quelque chose qui se construit et se reconstruit en permanence, hein, et qui s'actualise en permanence. Donc voilà pour l'ADEC, voilà le travail qu'on est en train de mener actuellement. Et alors moi je dirais que tout à l'heure, il a été employé un mot qui apparemment est assez coté en ce moment, c'est celui de socle. Moi je dirais que, j'irais même plus loin, moi je dirais que la culture c'est l'âme d'une société. C'est-à-dire qu'elle est immanente à la société, elle fait corps avec la société. La situation dans laquelle se trouve la culture, à un moment donné sur un territoire, c'est le reflet de l'état de cette société. Voilà, je n'irai pas plus loin. Mais si. On va aller plus loin, oui, mais alors ça nous emmènerait. On reprend une journée si tu veux. Voilà. Bon, on peut dire aussi que sur le rapport entre la culture et le développement d'un territoire, on peut aussi évoquer Emmanuel, non pas le président, mais Kant, qui disait l'imaginaire est la condition de notre expérience. Donc, écoutez, nous, on est dans ce chantier. Après les propos de Christine Péqui tout à l'heure, je crois qu'on a une obligation de réussite dans le Couserans, parce que sinon, on a mis la barre très haut. Donc, on a une obligation de réussite. J'ai dit ce qui était fait. Mais, voilà, mais bon, la vision que j'en ai. On compte bien, en tout cas, aller plus loin, et puis peut-être aussi pour les acteurs qui sont de l'extérieur du territoire, s'ils le souhaitent, comme on l'a dit hier, leur faire part de notre expérience et même se déplacer pour aller les aider à convaincre éventuellement leurs élus si nécessaire. Je vois qu'il y avait le responsable de cette structure dans le Tarn, voilà, le Café Plume.
Voilà, bon, il me reste juste, moi, en dehors des remerciements que va prodiguer le président tout à l'heure, je voudrais quand même, moi, personnellement, remercier toutes les équipes qui ont participé à la réussite de ces journées, et notamment les équipes d'Arcade et les équipes du pôle culture, et Pierre Gau et Jean-François Brunet. Voilà. Alors, au même titre que Duchamp disait, en fait, je pense que le tableau, c'est autant celui qui le regarde que l'artiste qui le fait. La réussite de ce séminaire, c'est bien sûr la Minima, c'est bien sûr le pôle culture et patrimoine, c'est bien sûr Arcade, mais c'est vous, c'est nous, hein, ensemble. Donc, par rapport à ce premier tour de table, quelles sont vos réactions? Moi, j'apprécie en fait ton intervention, Denis, en disant voilà, moi, ce qu'on a travaillé ensemble depuis hier, voilà comment on le capte, on le digère et on le met au service en fait de vos travaux aujourd'hui, de vos réflexions. Est-ce que c'est le cas pour d'autres participants? Est-ce que ce qui a été dit vous a inspiré des réactions, des demandes de précision? La parole est à vous. Voilà, donc on passe à la deuxième, troisième, comme hier. Sébastien. Oui, alors chacun se présente. Sébastien Cornu, je suis coprésident de la gare Auguste-Lé, de musique actuelle et d'éducation populaire, dans le Vaucluse. Et je suis aussi président du fisc et j'ai essayé de partager les réflexions sur les droits culturels. Et pour moi, à force, en fait, je commence à me faire des nœuds dans la tête, complètement avec ce terme. Parce que j'ai cru comprendre que en fait, c'était l'ensemble des composantes qui nous font en tant qu'humains, quoi. Donc c'est non seulement nos expressions artistiques, nos pratiques artistiques, mais c'est nos pratiques culinaires, nos pratiques d'habiter, de se vêtir, de discuter ensemble, nos institutions, nos façons de faire politique commune, etc. ou pas commune. Et donc, est-ce qu'on peut même parler, du coup, à la fin, je me dis, mais on peut parler de projet culturel. Ça veut dire qu'on va projeter la façon, on va imaginer, on va donner une attention à la façon dont vont s'exprimer les cultures, les identités culturelles des personnes, ou les ressources culturelles dans l'avenir. On peut imprimer comme ça. Ça ressemble à la dictature, cette histoire. On ne peut pas formater. Donc voilà, il faut qu'on... Ça me fait des nœuds, mais j'aime bien me faire des petits nœuds comme ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt que de projet culturel, de processus? Quels sont les processus qui nous permettent de révéler les ressources culturelles, de les valoriser, de les échanger? Et du coup, il y avait ce truc-là. Hein. Il faut que vraiment qu'on creuse ensemble cet objet et puis qu'on se dise, bon, c'est pas grave si on est perdu au début, ça va s'éclaircir peut-être après. Mais le processus, c'est intéressant parce que on sait dans quel cadre on va essayer de discuter ou de prendre les choses en main, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et donc, on va faire un projet, mais vous allez nous financer. Et on ne sait pas ce qu'on va produire ensemble, juste de la révélation de l'humanité, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est pas mal aussi de se dire on ne sait pas ce que ça va donner, parce que ça nous évite d'être trop ambitieux, quoi. On peut aussi être hyper humble par rapport à ça. On révèle quelque chose d'immanent dans la société. Dans ce qui était témoigné par rapport aux restitutions des ateliers, je trouvais qu'on était, il y avait une volonté d'être un peu exemplaire, quoi, de voire être exhaustif sur tout ce qui est culture du territoire, etc. Bon, ben, on n'est que nous, porteurs de notre propre culture, de nos propres ressources, et on peut témoigner de ce qu'on peut, quoi. Et puis, voilà, je trouvais qu'on n'a pas besoin d'avoir une ambition énorme. On sait qu'on ne changera pas l'humanité de notre génération, nous. Voilà, ça prendra beaucoup plus de temps pour avancer. Et puis, dernier élément, parce que je ne vais pas prendre la parole tout fois, quoi. Dernier élément sur les droits culturels, il y a une convention qui a été internationale qui a été faite dernièrement, la convention de Faro, du Portugal, c'est ça? Alors, je ne l'ai plus totalement en tête. La France n'a pas voulu la signer pour l'instant, mais elle pose l'intérêt justement je crois, de faire ce panorama des ressources culturelles, hein, et de les discuter ensemble.
Donc elle pose un peu d'enjeu à ce que soient révélées les ressources culturelles des territoires, et ça devient une convention internationale. Bon, on pourra s'appuyer dessus. Et je ne résiste pas sur la fraternité, vous m'excuserez. Mais là, je prends la casquette peut-être du fisc, sur l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui s'interroge sur, en fait, qui se positionne clairement en disant, nous, associations et coopératives ou sociétés d'intérêt collectif des arts et de la culture, on se positionne dans une économie solidaire et pas fraternelle, bien que nos échanges économiques, s'ils étaient plus fraternels, seraient certainement plus solidaires. La fraternité, elle nous renvoie à une notion souvent affective aussi, chez les personnes, enfin, voire morale. Enfin, moi, je ne suis pas toujours à l'aise avec ça, même si j'aime bien la fraternité, mais elle demande à ce que je sois en empathie forte, peut-être, avec l'autre. Enfin, je ne me situe pas très bien. Alors que la solidarité, alors on distingue deux types de solidarité. Il y a la solidarité démocratique, pardon, et la solidarité philanthropique. La solidarité démocratique, elle reconnaît l'autre comme l'autre, c'est-à-dire celui avec qui je suis solidaire, comme un alter ego. La solidarité philanthropique, je caricature, hein, la solidarité philanthropique se situe plus dans le fait que moi je suis mieux doté, donc je vois que toi tu es pauvre, donc je vais te donner de l'argent et je te maintiens quand même dans une situation plus ou moins de dépendance à ma bienveillance, à vouloir t'accorder le subside pour vivre. Donc on se situe bien dans la solidarité démocratique qui reconnaît chaque personne dans une équité, dans une équivalence, et donc ça fait l'objet de dispositifs finalement. La fraternité, je ne sais pas si elle peut faire l'objet de dispositifs, ça serait à débattre. Mais voilà, on en prend sur, on a des dispositifs de solidarité interprofessionnels, par exemple, pour garantir le droit au chômage pour ceux qui ont des accidents de la vie qui leur clament les mains. On en reparlera dans 3-4 mois. Merci. Alors, peut-être prendre une, deux ou trois autres interventions, si vous voulez réagir. Pierre. C'était pour réagir des propos de Sébastien. Enfin, je suis assez d'accord avec cette idée de processus plus que de projet. Et je pense que du coup, il y a un engagement de tous à se saisir en tout cas moi, ce que je retiens un peu de ces temps et qui était déjà présent dans tous les temps ruralité qu'on a fait ces dernières années, la nécessité d'organiser les espaces de rencontre. Et je crois que s'il y a une des choses sur lesquelles on doit ressortir aujourd'hui avec un objectif partagé, dynamique aussi, duquel on doit un peu du coup sur lequel on doit se mobiliser, voilà, pour les faire exister, c'est d'organiser les espaces de rencontre qui vont nous permettre de mettre en place ces processus. Je crois que c'est une base, un socle, peu importe. Nous en tout cas c'est ce qu'on a essayé de mettre en place ici sur le Couserans via l'ADEC et via d'autres choses. C'est encore aujourd'hui trop insatisfaisant parce que ça ne parle pas encore à tout le monde, qu'il y a des gens qui s'en sentent exclus. Donc on a un devoir finalement d'inclusion dans ces processus et de faire en sorte qu'ils soient le plus ouvertement accessibles. Mais du coup, je pense aussi qu'un des devoirs partagés, qu'ils soient pour les acteurs et aussi pour les institutions, c'est vraiment voilà, un devoir d'organiser ces espaces communs, de création du commun. Et finalement, ça devrait être une des priorités des financements de notre action que d'organiser les rencontres des territoires pour envisager les processus. Et après, on pourra parler de projets après. Très bien. Non, moi je voudrais réagir sur deux choses. Là, vous avez parlé d'abord que ces journées ont été pleines de questionnements mais pas de réponses. Mais je pense que globalement, c'est l'objectif, hein, parce que
Si on n'avait que des réponses, c'est qu'on serait dans des certitudes, et je pense que ça ne nous amènerait pas à avancer très bien. Donc ça, c'est un peu ce à quoi je crois, et je pense que les questions nous permettent de mieux avancer que le reste. Sur les questionnements, fraternité, solidarité, moi je serais parti sur humanité, parce qu'il me semble que ça me parle mieux. Mais bon, voilà, je pense que chacun trouve le mot qui convient. Je ne sais pas s'il faut aller sur la recherche étymologique pour savoir. Je crois qu'il faut en tout cas que ça nous parle à chacun avec le mot qui convient. Peut-être pas forcément partagé, parce que pour moi, fraternité avait peut-être une connotation un peu religieuse, je ne sais pas, mais pourtant c'est pas forcément le cas. Liberté, égalité. Ouais, mais je sais bien. Oui. Mais voilà, je sais pas, ça me parlait moins qu'humanité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ensuite, sur le point projet, processus, moi, tout ça m'évoque production, industrie, mécanisation, enfin voilà, des systèmes comme ça. Donc, quelque part, bon, on a trouvé un terme qui à l'époque était projet, mais moi, je n'ai pas suivi vos ateliers et vos discussions. Donc, je fais des réactions comme ça, comme un show. Hein. Mais processus me parle encore moins que projet. Parce que d'abord pour moi un processus, c'est quelque chose de très séquentiel, alors je ne vois pas ça comme ça, c'est un peu déshumanisé dans le principe de l'industrie en tout cas. Donc ça ne me parle pas beaucoup, et je crois que la notion de culture, de territoire et tout ça, moi ça doit parler de l'homme. Et voilà, je ne trouvais pas le rebondissement qu'il y avait entre ces termes-là et quelque chose qui pourrait parler aux âmes d'un territoire, aux hommes et aux femmes, bien entendu. Oui, simplement sur ce qui a été dit de l'UFIS sur la culture, et il n'y a pas besoin de projet, évidemment. Mais je crois que l'ambiguïté, mais finalement, on la comprend tous, nous ici, c'est simplement une question de langage. C'est que quand on parle de culture, on parle à plusieurs niveaux à la fois. On parle à la fois de la culture dans son sens, dans son acception la plus globale, et on parle de culture en tant qu'action culturelle et politique culturelle. Mais nous, par simplicité, on dit culture. Quand on dit le président ou le vice-président en charge de la culture, bien évidemment, on n'est pas en charge de la culture dans l'ensemble voilà, et en plus, en charge, ça fait beaucoup et ça fait lourd. Voilà, on parle en fait, mais c'est une facilité de langage pour dire de l'action culturelle ou du développement culturel. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas d'opposition fondamentale, je crois, parce qu'on a pu dire là. Très bien. Sur la question de la solidarité que tu évoquais, hein, ça fait écho aux réflexions d'hier sur la coopération. On rebondit aussi sur ce que nous disait Charles Pujos, c'est ce qui a été dit, cette capacité à ce qu'il y a à travailler entre les secteurs, entre les acteurs, au niveau d'un territoire qui n'est pas un territoire forcément figé, qui n'est pas un territoire administratif. Bonjour l'explication là. Et donc de travailler entre les territoires. Hein, c'est ces relations ville-campagne, c'est ces questions agglomération et territoire. C'est le rôle, me semble-t-il, évoqué de façon plus ou moins implicite ou explicite des collectivités territoriales. Comment ces collectivités territoriales, que sont le département, que sont la région, peuvent-elles permettre justement cette articulation entre échelles? C'est une des missions très fortes aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes d'équilibre du territoire et d'aménagement du territoire, être en capacité de jouer les intercesseurs et de faciliter justement la construction d'actions, on va dire, qui relient ces territoires. Vous l'avez souligné, ça a été dit hier également, notamment par Fabien Bazin, qui est par ailleurs d'ailleurs vice-président du conseil départemental de la Nièvre, qui est de dire nous vivons des mutations extrêmement fortes. Nous sommes dans une société dite du mouvement qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui habitent un territoire ne vivent pas forcément leur vie professionnelle sur ce territoire, ne vivent pas forcément leur vie culturelle sur ce territoire. Enfin, en tout cas, il y a une dilatation des territoires qui fait qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de dire comment des territoires administratifs et politiques peuvent-ils prendre en charge
ces questions-là, alors que vous, comme moi, tous les jours, nous franchissons allègrement et on s'en fiche, voire contre-fiche, ces périmètres politiques, électoraux et de gestion. Hein. Et la question de la décentralisation aujourd'hui, qui est essentielle pour les territoires ruraux, c'est de dire comment nous prenons en compte ces questions-là de manière satisfaisante pour nos populations et pour montrer aux institutions, aux métropoles que nous ne sommes pas des territoires supplétifs, que nous ne sommes pas des territoires fourpions, que nous aussi nous pouvons défendre des modèles qui sont des modèles solidaires, fraternels, où la question de la qualité du cadre de vie est prise en compte, où la question de la transition est prise en compte, et que nous avons besoin d'avoir une intégrité politique pour pouvoir exister. Ça, c'est un enjeu très fort aujourd'hui. D'autres réactions, d'autres réaffirmations, d'autres précisions? À quelle heure on mange, par exemple? Là, il y a manifestement quelque chose, hein, alors, par rapport au groupe Ruralité, par rapport au travail à mener, mais cette question à la fois de processus, on voit que le terme, là aussi, peut poser question, mais ce qui met en exergue, mesdames et messieurs, qui me semble être très important, les élus, c'est de dire aujourd'hui, quand on parle de projet, on fige des choses, on s'aperçoit que la vie, elle n'aime pas être figée. Donc, est-ce que c'est l'administration qui gagne? Est-ce que c'est le programme qui gagne? Est-ce que c'est la procédure qui gagne? Ou est-ce que c'est la vie? Si c'est la vie, comment on évite de tomber dans ces questions de conventionnement qui figent les choses et qui obligent, l'air de rien, les acteurs culturels, les populations, à présenter des choses qui sont dans des cases et qui sont figées. Là, c'est une question, je veux dire, du citoyen par rapport à notre capacité à organiser nos politiques et nos manières de les mettre en œuvre. Là, il y a un vrai chantier peut-être à trouver. Également, cette question de transition poétique, cette question de mots qui aujourd'hui ne conviennent plus ou n'expriment pas suffisamment ce que et les uns et les autres souhaiteraient mettre en œuvre ou travailler ensemble. Donc là, il y a peut-être des chantiers. Deuxième chantier que l'a évoqué aussi Pierre, hein, qui est manifestement essentiel, qui est de dire comment, au sens propre, au sens figuré, j'imagine, on crée des espaces, on facilite des espaces où on va se concerter, où on va construire, où on va, comme le disait Vera, faire un pas de côté en sortant du jeu pour s'intéresser au nous, pour décaler et être justement dans quelque chose qui va transcender les intérêts pour toucher le commun, pour toucher l'intérêt général qui a été évoqué hier. Donc voilà, il y a on va dire, deux grands chantiers là qui viennent d'être plus ou moins exposés de manière directe et qui semblent être assez importants au regard des enjeux d'aujourd'hui, à la fois de recomposition territoriale, mais également d'une capacité de faciliter cette belle expression qui est notre démocratie et notre République. Plus l'évaluation. Plus l'évaluation. Alors il y a une intervention de l'autre. Sébastien, merci de passer le... Bonjour, Léon Manuel, coopérative des Thirieux, Nouvelle-Aquitaine. Juste, moi, il y a une chose qui me marque, c'est qu'on a vu que cette notion de droit culturel était quand même assez centrale pour penser de manière nouvelle un projet de territoire. Et les droits culturels, ils sont au pluriel. Et on a tendance beaucoup à parler au singulier, la culture, le patrimoine, l'institution. Et qu'effectivement, de penser la culture au pluriel, ça me semble important. Et aussi, en matière de méthodologie, il existe une méthodologie d'analyse qui permet, je pense, d'avoir un langage commun pour comment concrètement mettre en œuvre ces droits culturels, et qui permet d'avoir un langage commun entre élus, acteurs, habitants. Cette méthodologie, elle a été développée, elle est portée par DIA, voilà, mais elle est disponible en ligne, et elle consiste en un questionnaire assez... on peut analyser ses pratiques, ses projets, ses processus au regard des droits culturels. Et ça permet aussi d'avoir un langage commun, parce que c'est pas toujours simple de s'emparer de ces notions qui sont nouvelles,
de 150 cas d'école analysés au regard des droits culturels à travers cette méthodologie, et des rencontres qui associent des acteurs des territoires, donc organisés par l'agenda 21 pour la culture. Et je pense que ce sont des outils dont on peut vraiment s'emparer et mettre en partage, parce que ça crée du commun, et le langage est quand même la base de ça. Merci pour cette ressource. Il y avait Nicolas, je crois, qui était demandeur d'intervention, et puis devant, il y a quelqu'un qui souhaite... Donc, bonjour, Nicolas Actancel, je suis un des co-présidents de Actancel qui diffuse du spectacle sur le Goudron. Le processus, je reviens rapidement, le processus c'est la manière dont on fait, la manière dont on fait ensemble. Et effectivement, la manière dont on fait est aussi déterminante que l'objectif, que le projet, que le résultat. Ici, sur le Goudron, on a eu la chance, et ça date pas d'hier, hein, on a eu la chance quand c'était le pays Goudron et le conseil de développement, d'avoir eu un processus qui a associé effectivement de nombreux acteurs et les élus. Et je pense que c'est pour ça, parce qu'il y a une dynamique forte ici, et aussi parce que les élus à l'époque ont accepté de se faire déborder d'une certaine manière, et qu'on observe, 15 ans plus tard je crois, l'ADEC, qu'on observe une vitalité qui continue ici. On l'a encore, il y a beaucoup d'acteurs ici, on continue à avoir une grande dynamique. Quel processus tu évoques, Nicolas? De constitution donc du pays Goudron et à l'époque du conseil de développement, et il y a eu donc un long débat, ça a duré plusieurs années, 15 ans je crois de maintenant, si je ne me trompe pas. Après la loi. C'est ça. Donc on est maintenant dans une phase de grande transformation du monde et de nos territoires, mais pas que, face à des échéances qui vont impacter nos modes de vie, nos sociétés pour des années. Ce qu'on a bien vu aussi, c'est que la culture, d'une certaine manière, impulse, est un bon levier, oui, économique, mais un bon levier de transformation sociale, oui, un bon levier pour imaginer le monde, comme on doit le faire. Et je crois qu'on aurait tort ici sur le Goudron, j'espère que la réussite, me semble, de ces journées, la présence de plusieurs élus. On aurait tort aussi de se priver de cette ressource. On bénéficie ici d'une grande ressource, d'un grand dynamisme. Et j'espère que cette transformation, notamment territoriale, que les élus d'aujourd'hui sauront faire comme ceux d'il y a 15 ans, c'est-à-dire d'une certaine manière se laisser un peu déborder. Et que, oui, on va mettre en route un processus et on ne sait pas très bien où ça va nous mener. Et bien, c'est très intéressant, ça, ce qui était dit tout à l'heure. On ne sait pas très bien où ça va nous emmener, et c'est comme ça qu'on va inventer le monde. On ne sait pas très bien quel va être le monde qu'il nous faut pour demain. Merci Nicolas. Devant. Merci. Moi je voudrais vous dire, sous le contrôle des élus du conseil départemental qui sont là, que le département, c'est tout. Je suis Dominique Subra, technicienne au conseil départemental, service culture. Donc vous dire que la structure, l'institution, donc auprès de laquelle vous êtes aujourd'hui en train de vous poser la question de savoir comment elle va aider les territoires, donc c'était un petit peu votre questionnement. Donc vous dire que nous avons reçu au mois de mars, dans le cadre d'un colloque culture et ruralité, l'association Nouvelle Ruralité. Donc voilà, la plupart des acteurs culturels ariégeois étaient présents, et notamment l'ADEC en force, donc l'ADEC et autres autour de nous et de vous. Il y a un territoire, mais l'Ariège est constitué d'autres espaces et d'autres territoires culturels. Donc voilà, il y a eu donc des questions qui ont été proposées à la salle, et la salle s'est exprimée demandant un certain nombre de choses qui n'étaient pas réglées pour les acteurs culturels. Voilà, donc ces questionnements, dont on a aussi beaucoup parlé lors de ces 2 jours, se sont déjà exprimés très récemment, et ce qui a été prévu, c'est de réaliser un manifeste pour la culture et les territoires ruraux. Donc je pense que c'était aussi important de le signaler et de dire que le département était quand même en présence de manière culturelle. Je pense aussi que pas mal d'acteurs
de cette institution, il me semble aussi important de le signaler. Voilà, nous n'avons pas les ressources exponentielles, puisque nos dotations baissent, et voilà, les aides à la culture n'ont pas, à ce jour, vraiment été pénalisées. Enfin, c'est bien de le dire aussi. D'accord, bah écoutez, pour une fois, ce n'était pas les élus qui nous parlaient de restrictions budgétaires, etc. C'est une technicienne. Voilà. Merci de nous rappeler qu'il y a de moins en moins d'argent. Voilà. Alors, Fabien Bazin fait partie du Nouvelle Ruralité, et Jean Boichko du spectacle auquel vous auriez pu assister hier soir également. Oui, bonjour. Donc, William Bloch, directeur du réseau musique actuelle, IDPL, pour l'instant. Je rebondis sur justement les temps de réflexion qu'il y a dernièrement, qu'il va y avoir, sur la notion de culture et de ruralité. Donc, j'étais présent au forum à Foix, avec la publication du manifeste en 9 points. Il va y avoir dans une semaine, 15 jours, un autre temps de rencontre professionnelle avec le DAB Massif Central Cap de Nac, en Aveyron, sur justement la culture comme levier du développement local. Donc tous ces temps marquent, on va dire, un intérêt croissant intellectuel sur ces territoires qui sont pour moi des territoires, des champs extraordinaires d'expérimentation, d'innovation sociale et même sociétale, puisque contrairement au milieu urbain, tout est ouvert, tout est possible. Et donc cela donne des réflexions et des travaux très intéressants, notamment en Aveyron, sur la construction de l'animation du territoire avec les habitants, et que, quelque part, il serait peut-être pertinent de croiser l'ensemble de ces travaux, qui, j'ai l'impression, sont parallèles pour l'instant, et gagneraient donc à être mutualisés pour servir de boîte à outils, puisque notamment nos réflexions sur un ensemble de territoires très vaste au niveau national. Il y a des chantiers prévus de valorisation d'ailleurs. Oui, alors effectivement, non, mais je peux que partager quand on s'intéresse à chacun effectivement enfin, au même sujet, autant effectivement coopérer et mieux coopérer. Voilà. Nous, la Fédélima, on l'a dit hier, c'est un chantier de réflexion qu'on a depuis 2008 environ. Après, l'idée, c'est que depuis 4 ans maintenant, on a essayé d'ouvrir au maximum ce chantier, c'est-à-dire c'est pas que la problématique musique actuelle. Ce chantier il est ouvert à tous, il est notamment ouvert à l'UFISC, mais il y a aussi le CMV, mais il y a aussi voilà, enfin il est ouvert à tous. Donc déjà si évidemment vous croisez des gens qui partagent ce type de réflexion, il faut qu'on arrive à se croiser. En fait, on n'est pas forcément au courant toujours de tout, ce qui est assez logique. Après, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en ligne, en ligne un espace où on essaye de recueillir pas mal de ressources. Donc ça, c'est pareil, c'est un espace ouvert, j'ai envie de dire. Donc c'est ruralité.fedelima.org. Là-dessus, il y a pas mal de ressources. Si, ce qu'on disait hier à l'atelier, d'ailleurs, s'il y a certains d'entre vous ont des ressources à partager, on peut les partager sur cet espace-là. Mais c'est ce qu'on disait, on peut aussi les partager sur l'espace de l'UFISC. Enfin, plus finalement on pourra partager effectivement ces ressources de manière la plus large possible, plus elles seront facilement trouvables pour chacun avec son entrée, quoi, en fait. Des perspectives, on va continuer. Voilà, on va organiser de prochaines rencontres ruralité très certainement en septembre. Ça se précise plutôt du côté de Tulle, les 14 et 15 et 16, je sais plus. Je regarde Damien, mais je regarde ça. Et puis voilà, c'est un chantier de toute façon qui va forcément continuer. Ce qu'on disait aussi, c'est effectivement un chantier ruralité, mais finalement on a
interroge aussi la question des territoires. Donc voilà, c'est des rencontres finalement territoriales. Là, on a un axe effectivement sur la ruralité qui est effectivement une terre d'expérimentation. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses. Voilà. C'est sûr que nous allons continuer. Oui, merci Romain. Oui, alors bonjour. Je voulais juste réagir et vous faire part de ma petite réflexion et vous interroger à propos d'un théâtre. Pardon. Je suis Elsa Trémaud et je travaille dans 2 structures musicales dans les Landes. J'habite dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Vous avez tiqué sur le terme de processus. Moi, ça m'a pas choqué. Je trouvais intéressant l'analyse, les analyses qui ont été réalisées. Moi j'ai tiqué, j'en profite du coup, j'ai tiqué un peu sur un mot hier, je ne sais pas si je l'ai rêvé ou pas, et si je l'ai rêvé, ça sera juste un prétexte à un premier échange. C'était le terme de marketing. Je ne sais pas si, est-ce que d'autres l'ont entendu ou... Oui, non, alors c'est pas un gros mot, voilà, marketing, pourquoi pas, c'est aussi, je le rapproche de processus parce que c'est aussi un outil, sauf que, moi j'ai derrière l'idée de à qui on s'adresse. On s'adresse pour moi à des clients. Voilà. Il a été dit par monsieur Bazin hier. Donc du coup, ça rapproche moi une réflexion que j'ai sur la concurrence, parce qu'on parle beaucoup de co-construction et on essaie, nous, moi je suis salariée d'associations, de travailler en lien avec d'autres associations et de porter des projets ensemble. Et je voulais avoir le retour des personnes publiques sur moi une impression que j'ai de concurrence entre des territoires qui entraîne une volonté de figer ces territoires dans des images parfois, moi que j'associe à des images de marque, qui peuvent être utiles, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent entraîner des échanges, mais qui peuvent aussi figer les choses. Et je rapproche ça aussi au terme d'identité culturelle et ce qu'on disait sur les identités. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre ces singuliers donc d'identité et de projet et ces pluriels, moi que j'entends au travers du mot processus. Voilà, tout ça en lien avec la concurrence. Donc, pour résumer et poser une question, est-ce que vous ressentez cette concurrence? Comment vous la vivez? Est-ce qu'elle vous embête au quotidien? Est-ce que vous en tirez parti? Est-ce que vous développez, je vais m'arrêter, des outils pour co-construire aussi entre territoires? Voilà. Est-ce que c'est aussi difficile pour vous que pour nous? Parce que c'est pas facile, il faut bien le dire. Voilà. Merci beaucoup. Qui veut... Bon, je pense que c'est un objectif, au fond, d'arriver à co-élaborer des projets et donc de poser le mot ensemble sur tous les territoires. Moi, j'ai évoqué le territoire du Couserans, que je connais mieux, évidemment, pour lequel je pense que, peut-être parce qu'il y a une histoire, peut-être parce qu'il y a un vrai territoire de vie, et peut-être aussi des exodes, et puis des accueils, des échanges humains, ont fait que peut-être on est plus dans autre chose. On a des parts, il me semble, hein, c'est tout à fait subjectif ce que je dis. Voilà, c'est pas pour valoriser le territoire que j'aime, mais j'ai retrouvé cette même façon de penser quand tout d'un coup la loi NOTRe est arrivée et qu'on s'est dit tiens, on est 8 territoires, mais en fait on est le même territoire et il faut repenser notre espace politique, qui est la communauté de communes, et où on n'a pas dit mais on se pose dans des certitudes, on s'est posé que dans des questionnements. Nous on a posé que des questions, les gens ils nous disaient mais pourquoi vous posez des questions, c'est facile. Ben non. Donc on est reparti sur une réflexion collective et tout ça. Attendez, on n'est pas dans le monde de bisounours non plus. Je ne vais pas vous dire que tout s'est passé, que tout se passera toujours très bien. Mais je crois qu'il y a une approche de se dire ensemble on fait mieux et de toute façon on passe d'abord ce que vous avez fait hier, je pense. Je trouve que c'est intéressant puisque ça résonne pas mal. D'abord, on n'a pas de certitude,
on se questionne toujours et on est, il me semble que le Couserans l'a prouvé avec la DEC, hein, on est dans un esprit de démontrer aussi, parce qu'il y a un moment donné où je pense qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'il vient pas dans mon territoire faire un truc que j'ai pas demandé. Bon, ça s'est posé, hein. Je pense, Jean-François, je me rappelle les premières interventions à la MJC à Oust, ça n'a pas été si facile. Mais avec le temps, les choses ont été mieux appréhendées, mieux compris, et je crois qu'il y a eu quand même, il y avait un territoire qui fonctionnait déjà ensemble. Alors ensemble, ça ne veut pas dire tout le monde est ensemble et on s'aime tous. Hein. Mais il y avait peut-être une pratique. Et puis, bon, moi j'ai exprimé le fait que je trouve que c'est un territoire qui a été innovant socialement, humainement, parce que justement il a cherché à créer ce lien de projet, processus, je ne sais pas, en tout cas dans ce domaine de l'action culturelle, il a été incubateur d'idées. Et alors, est-ce que c'est innovant de travailler ensemble? Certainement pas, hein. Mais c'est la façon d'arriver à travailler ensemble dans le temps, quoi. Et ça nous a sans doute servi, nous aussi, en tant qu'élus, là-dessus. Il n'y a pas de... Alors, vous avez posé la question, est-ce qu'on se sert de vos rivalités? Bah oui, évidemment. Non, on s'en satisfait pas, loin de là, évidemment, parce que les rivalités ne font qu'amenuiser, me semble-t-il, les ambitions pour un territoire et pour les hommes et les femmes qui le composent. Oui, pour répondre un peu différemment, mais compléter moins bien sans doute. Vous avez employé le mot de marketing, ouais, effectivement, ouais. Je pourrais vous rajouter le terme dont on entend beaucoup parler aussi, de compétitivité des territoires. Est-ce qu'on peut s'interroger à un moment donné sur qu'est-ce que c'est que la compétitivité des territoires? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je crois que c'est un débat qui nous emmènerait vraiment très loin aujourd'hui. On n'a pas le temps de l'aborder. Par contre, j'ai la faiblesse de penser que si marketing culturel il peut y avoir, je pense que s'il y a du fond, du contenu qui est réel et qui est de qualité, je pense que ça a beaucoup plus de chances de tenir la route sur la durée que des coûts marketing qui sont des coûts à un moment donné de visibilité et qui mettent une lumière instantanée et peu durable sur un territoire. Je pense que il y a beaucoup d'interventions qui tournent autour de la question des mots. Est-ce que ce qu'on entend derrière, c'est compliqué. D'ailleurs, par exemple, la question des territoires, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que c'est un territoire, si c'est moi dit territoire, enfin un territoire, on aurait un nombre absolument invraisemblable de réponses. Finalement, c'est une sorte de moraliste qui dit tout et qui dit rien. À la fois, d'ailleurs, lors du débat présidentiel, à un moment où il y a eu une discussion sur les territoires, il y a une politique qui a dit arrête de parler des territoires, ça ne dit rien aux citoyens. Ça nous dit à nous, parce que c'est un terme qui est complètement employé dans la sphère institutionnelle, mais pour le citoyen ou les lecteurs, c'est un terme qui n'a pas vraiment de signification. La question de l'appellation, par exemple, elle s'est posée, par exemple, lorsque effectivement il y a des nouvelles organisations qui se mettent en place, lorsque des parcs se créent, lorsque des nouvelles intercommunalités se créent. Les gens ont parfois un peu de mal à se mettre d'accord sur une appellation commune. D'ailleurs, les Pyrénées ont été un peu bénéficiaires de ça. On a créé, par exemple, les 3 parcs dans les Pyrénées, ça n'existe pas dans les Alpes, c'est pas la même chose dans le Massif central. Les 3 parcs, les 2 régionaux et le parc national ont l'appellation Pyrénées-Canaries, Pyrénées catalanes et le parc national des Pyrénées, qui s'est appelé occidental pour l'instant, maintenant il s'appelle Pyrénées tout court. Voilà. À un moment, finalement, c'était le seul territoire commun à des entités qui chevauchaient plusieurs
Valais, etc. C'était ce terme de Mélanie. Voilà, enfin, bon, tout ça pour dire qu'il y a des termes qui sont polysémiques, voilà, et donc c'est vrai que processus, ça renvoie à l'industrie, procédure, c'est à l'administration, projet, c'est à l'économie, en chacun. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas s'interdire d'utiliser ces termes-là, ils appartiennent à personne, ils n'appartiennent pas à un secteur particulier, voilà, y compris le marketing, la compétitivité, etc. C'est important, à un moment, le langage de marketing, que je n'ai pas du tout découvert dans le cadre de mes études, mais auquel je me suis intéressé par la suite, ça pose la question de quels sont les... Enfin, c'est comme quand vous travaillez dans les démarches qualité, même si vous faites une démarche qualité dans une association, vous prenez des clients, ça les choque, pas de clients, etc. Enfin, on peut décider que le client, c'est pas simplement celui qui est au niveau des tarifs, sa relation, c'est aussi celui qui s'intéresse à l'autre, etc. Donc c'est, voilà, enfin, c'est pas uniquement un terme, enfin, le client n'est pas uniquement un terme commercial, la compétitivité, c'est pas uniquement un terme économique, donc enfin, on peut, pour éclairer à propos, effectivement, on doit se donner en tout cas le droit d'utiliser ces termes, peut-être pour rien de pire que s'interdire certains mots, certains vocabulaires, parce que ça viendrait à donner le sentiment que finalement on travaille pour l'adversaire. Mais votre réponse, Charles, c'est pas sans réponse. Vous, au niveau du massif et de la politique que vous avez en charge de mettre en œuvre, de gérer, cette question de concurrence entre les territoires, est-ce qu'elle existe? Cette réflexion sur comment mieux fabriquer du commun de la coopération, est-ce que c'est quelque chose qui voilà, se traduit concrètement dans ce qui arrive, dans ce qui existe, dans ce qui va arriver en matière de politique? Voilà, c'est quoi votre réponse? Non, mais en matière de politique publique, vous pouvez être dans des logiques, par exemple, de guichet ou de règlement d'aide. Voilà, c'est vraiment des passeports. Parce que on est dans quelque chose d'extrêmement mécanique. Soit effectivement vous dites tout ça, ça crée finalement de la facilité, de la routine, ça crée de la sclérose, ça crée de la reproduction indéfinie alors qu'on est dans un monde qui bouge. Et vous avez des logiques uniquement, des termes qui s'appellent à projet, ou la mise en concurrence des territoires, en compétition des territoires. Pour moi, ça s'appelle. Moi, je ne considère pas que ce sont des mécanismes d'émulation. Je préfère le terme d'émulation que le terme de compétition, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va casser la figure à l'autre. C'est plus quelqu'un qui va essayer à un moment de dépasser ce qu'il est capable de faire en essayant de présenter, de structurer une proposition, de la présenter de manière plus attractive que s'il était dans une logique simplement répétitive. Voilà. Donc, pour moi, après, très honnêtement, je peux dire, on est dans des politiques publiques où on n'a pas tous les jours des déchirements, parce que j'aurais le sentiment, effectivement, que en donnant pas à Pierre, en donnant à Pierre, je prive Jacques. Voilà. Donc, pour moi, il me semble en tout cas que les acteurs qui sont les plus professionnels, les plus motivés, les plus arrivent aujourd'hui à trouver, ça ne devra peut-être pas éternellement dans la sphère publique de manière générale, à tout niveau, les moyens. Voilà. La difficulté, c'est souvent que les procédures sont extrêmement lourdes, c'est devenu beaucoup trop une sorte de métier en soi. C'est dur à entendre. Hein. Enfin, moi, je parle du domaine dans lequel... Il y a une froideur dans votre propos qui s'inscrit complètement dans les logiques concurrentielles, quoi, et qui dit, bon, finalement, c'est une émulation, excusez-moi, mais pour moi, les politiques publiques, elles sont là pour permettre que les projets se fassent, quoi, pour cultiver finalement les territoires, encore culture, cultiver les territoires et les initiatives, et pas pour que celui qui finalement est le meilleur et le plus capable d'accéder au financement, il ira, parce qu'il n'est pas forcément le meilleur porteur de sens. Moi, je trouve ça un peu dur, ce que vous dites, après 2 jours de réflexion, enfin une journée. Pour moi, l'émulation, c'est l'émulation par rapport à soi-même, je le disais. C'est que il y a théoriquement des procédures qui sont là pour que les bénéficiaires, les porteurs de projets,
fasse éventuellement mieux que ce qu'il faisait jusqu'à présent, ou fasse différemment, enfin en tout cas essayer de remettre en question effectivement leur manière de travailler par rapport à des habitudes et à des routines qui risquent de s'installer. C'est pas, donc je ne suis pas dans cette idée. À des idées même qui bougent, des envies qui bougent, voilà. Donc c'est essayer de trouver des processus qui fassent qu'on ne soit pas dans des politiques figées, mais dans des politiques, dans des mécanismes adaptatifs, voilà, qui sont les mécanismes du vivant par ailleurs. Il faut qu'effectivement on ne soit pas ad vitam aeternam dans des cadres trop figés. Mais moi je suis pas dans cette idée de dire les gens doivent se battre entre eux. Voilà. Je suis pas dans l'idée non plus de dire que les termes du marketing ou de l'économie, ils doivent être pris, ils doivent être embrassés comme ça avec envie, etc. Non, ce sont des termes qui ont. D'abord, on peut les comprendre de plein de manières différentes. Donc, ce que je disais, la notion polysémique de n'importe quel mot, voilà. Il faut savoir évidemment toutes les limites qu'il y a derrière tel ou tel mot, voilà. Donc c'est pas, moi je suis pas dans une logique de dire on va passer d'un système à un autre, voilà. Mais c'est en tout cas à un moment de s'interdire pas. Moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas s'interdire à un moment de penser différemment, voilà, de penser avec les mots des autres, voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors il y a 3 interventions. Alors voilà, tu as le micro, donc tu vas intervenir. Après il y a Véronique et après Bérénice. Bonjour, moi c'est Nathanaël, je travaille au Centre d'Arche avec Saint-Jacques à Saint-Gonin. Et là j'ai une question qui s'adresse un peu à l'auditoire. Est-ce que vous avez une expérience où les acteurs culturels du territoire et les acteurs, ou les élus, des débats sur la même longueur d'onde et comment vous avez fait pour travailler ensemble? Parce que là, dans le cas de ce territoire, c'est formidable parce que les élus et les acteurs locaux ont pu travailler très rapidement ensemble, mais est-ce qu'il y a des territoires où les élus sont réticents? Et malheureusement, il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu des expériences où, sur certains territoires, la culture, chez les élus, ça fait peur. Donc, comment on peut parler de projet culturel de territoire face à des élus qui, malgré tout, ont les moyens, parce que c'est eux qui financent. Hier, dans le cas des résidences, il y a eu beaucoup d'exemples formidables, mais il disait, ça a coûté de l'argent, c'est financé, donc comment travailler avec les élus quand eux-mêmes sont réticents? Et ça rejoint quelque part la question du marketing, parce que dans le cadre de mes études, j'ai fait mon mémoire sur les enjeux de la culture, et chez beaucoup d'élus, la question du marketing territorial, elle a un vrai sens. Et du coup, leurs objectifs diffèrent beaucoup des objectifs des associations, des acteurs culturels. Merci. Bien, Vera peut répondre. Rapidement. Non, parce que c'est une question qu'on a beaucoup abordée hier dans l'atelier 3. Voilà, et on en parlait un peu ce matin quand même. C'est-à-dire que, oui, comme levier, c'est la sensibilisation. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de recette toute faite. C'est vrai que je me rappelle qu'hier, certains sont aussi sortis de l'atelier en disant mince et tout, on n'a pas un canevas à suivre. Ben non, il n'y a pas de canevas à suivre, effectivement. Les territoires sont différents, les histoires sont différentes, les relations sont différentes, la considération de la culture ou de l'art sont différentes aussi. Il y a quand même de la sensibilisation, organiser des rencontres comme ça, essayer justement de parler, faire intervenir des élus convaincus face à d'autres élus qui le sont moins, sont aussi des leviers. Parce que, voilà, quand on se parle entre pairs, parfois, on peut percevoir les choses différemment. Après, effectivement, oui, des temps de rencontre aussi, parce que finalement, c'est aussi des temps de partage et des temps où on peut essayer de sensibiliser. Mais voilà, si on avait la recette, je pense que ça serait formidable. Si on avait un canevas à suivre avec plein d'outils, ça serait formidable. Mais ça passe beaucoup par la sensibilisation et du coup, de la discussion, de la réflexion collective au maximum. Et parfois, il faut aussi que, ce qu'on disait aussi hier, que les acteurs soient les premiers parfois à être force de proposition, même si tout ne repose pas sur leurs idées, évidemment. Mais ça montre parfois aussi, en montrant, ça a été beaucoup dit hier, parfois on peut vraiment aussi faire en sorte que les gens réalisent réellement ce que ça représente. Parce qu'on parle beaucoup, mais parfois, il faut voir aussi. Merci. On a évoqué en filigrane la question de la formation pour les élus qui arrivent. C'est pas être élu, c'est un honneur et une charge et honneur à nos élus, comme on dit, mais c'est pas le Saint-Esprit qui descend, qui donne l'omniscience et l'omniconnaissance. Et on se dit qu'effectivement, la question de la formation pour tout acteur
comme pour les élus, c'est quelque chose d'essentiel et pour autant absolument pas trop utilisé, pour ne pas dire pas utilisé, sur notre manière de refaire des diagnostics, de comprendre finalement les enjeux d'aujourd'hui. Il y a très peu de formations qui montrent par exemple que l'économie sur un territoire, en termes d'entrée pécuniaire, c'est 70% en moyenne la question de l'économie de proximité, et que l'agriculture et l'industrie sur les communautés de communes rurales, c'est 10%. Voilà. Et donc aujourd'hui, on demande les régions, l'État, l'Europe, les programmes interrégionaux massifs parlent d'économie sans parler de la TPE ou de la petite entreprise, qui est 91% de notre tissu économique en France. 0,1%, c'est les entreprises de 1000 employés. Donc ces choses-là qui ont bougé en 30 ans, finalement, comment les élus, comment nous, acteurs, on arrive à s'en saisir pour avoir des regards, des entrées plus systémiques, comme on le recueillir, mais des regards renouvelés. Voilà. Donc là-dessus, effectivement, il y a des lieux, il y a des espaces à créer, à continuer, à poursuivre ensemble pour monter ensemble en compétences, en connaissances. Alors il y avait donc Véronique, et puis ensuite Bérénice. Bonjour, je vais essayer d'utiliser ce micro. Pour répondre juste au niveau, je suis conseillère municipale dans la commune de Bosnac-Massat. En effet, moi je me bats au niveau de ma commune, actuellement juste depuis un an, pour faire dire il faut qu'on s'occupe de la culture, qu'on s'occupe de liens. Pour l'instant, je dis toujours nos communes, c'est vrai que c'est un gros problème, les trous dans les routes, on passe des heures et des heures. Donc Madame le maire m'a dit, que je connais bien, m'a dit tu veux la culture, vas-y, c'est ton domaine. Mais quelque part, on ne me demande jamais de compte rendu sur ce que je fais. Donc ça, c'est pour vous répondre. Qu'en tant qu'élu, c'est pas facile de convaincre une commune qui a déjà aussi beaucoup de difficultés financières à dire, parlons de culture, mais culture large. Alors pour revenir à ça, moi j'ai un petit souci, je suis déjà intervenue hier là-dessus à l'atelier. On parle de la culture. Je voudrais qu'on lève déjà. Hier, tu as fait lever le doigt ceux qui sont. Je serais assez intéressée de savoir ceux qui sont de la région, mais pas du tout après. Ceux qui sont nés dans le Couserans, d'une part, et il y a quelque chose qui me gêne ici. Je suis pro-européenne. Et je trouve que, et c'est là aussi je me bats au niveau de ma commune, on a des étrangers qui sont acteurs économiques et sociaux et qui désespèrent en ce moment, moi je discute beaucoup avec eux, devraient être intégrés voilà, ils ne viennent plus au conseil municipal, moi je n'arrive pas à les voir. Je suis aussi d'origine frontalière, donc à moitié belge et lilloise, et ça me gêne, voilà, ça me gêne que là, je suis arrivée dans le Couserans il y a plus de 7 ans, on s'est battu, on a essayé de faire des choses. Et je me dis, mais là, est-ce qu'on parle aussi, on parle d'identité culturelle, le théâtre, le cinéma, pour moi, l'art, c'est aussi un échange énormément culturel. J'ai travaillé dans le théâtre, cinéma, je veux dire, on est nourri de ça, on est nourri de l'étranger. Et là, bon, l'économie, je crois qu'on est d'accord, la politique, je crois qu'on a eu une dose depuis quelques temps, je crois que ce serait bien de calmer un peu. Bon, moi, j'ai envie de parler de ça aussi. Qu'est-ce que c'est que le théâtre, l'identité culturelle, le cinéma, les arts du cirque? On est inspiré complètement de ça. Alors, je suis étonnée qu'on n'aborde pas ça, quoi. Hier, j'ai entendu dans l'atelier, on s'est un peu à Massat, oui, mais les étrangers, j'entends que ça depuis des années, les étrangers viennent en France que pour profiter du bien-être. Oui, bien sûr, mais ils ont aussi envie de participer. C'est des gens qui ont une culture intéressante aussi à partager avec nous. Il y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a des Hollandais, enfin, c'est vrai qu'il y a un peu plus de gens du Nord qui viennent s'installer pour le climat, mais on est aussi à la frontière espagnole. Enfin, moi ça me... Alors, si l'Europe n'est faite que pour nous donner, j'ai travaillé à la Commission européenne aussi, des financements où on parle de culture aussi, enfin de création et de... Voilà, moi c'est pour arriver qu'il y a des problèmes politiques. Voilà, j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Voilà. Très bien. Je pense qu'effectivement, on a, Véronique, parlé beaucoup d'ouverture des mentalités et d'action inclusive. Le rappeler aussi.
voilà, mais c'est bien de réaffirmer un certain nombre de choses dans ces temps tendus, on va dire, que tu évoquais. Bérénice. Ah, excusez-moi, j'ai le micro, je suis là. Hein? C'était à Bérénice. Alors je vais passer à Bérénice. Voilà. C'est simplement parce que je voulais faire le lien avec ce que j'avais entendu précédemment. Ah. Si Bérénice me parlait. Bon. Simplement, je voudrais prendre la parole. Je suis Jacqueline Morand. Je suis élue, adjointe au maire de Tourtouze, mais aussi présidente de l'association Rempart. L'association Rempart qui s'est montée en 2012 et qui gère le théâtre de plein air monté par les collectivités locales et sur financement public important. Voilà, qu'est-ce que je suis? Je suis élue, mais je m'intéresse à la culture, à toutes les cultures. Voilà. J'ai à la fois l'avantage d'avoir les deux rôles, mais j'ai aussi le désavantage. En tant qu'élue, je dois me bagarrer. Je suis d'accord avec ma collègue qui dit qu'il faut faire passer le message, il faut convaincre. On est tiré à blanc. Ce n'est pas facile. Quand on y arrive, ensuite on est parfois regardé un peu par les acteurs culturels comme quelqu'un d'un peu extraterrestre. Qu'est-ce qu'on vient faire? On est élu, on veut manger un peu aux deux tableaux. On peut être élu et s'intéresser à la culture, s'intéresser à toutes les cultures, qu'elles soient contemporaines, qu'elles soient classiques, qu'elles relèvent du folklore, qu'elles relèvent de... Ce que j'ai entendu hier, c'était très intéressant. C'était relatif, justement, au patrimoine immatériel et matériel. Mais l'immatériel, c'est aussi la source de notre culture. Voilà. Au cours de ces journées, je dois dire que j'ai entendu des choses très intéressantes qui m'ont aussi convaincu qu'il y a des cultures, que la culture doit être inclusive et non pas exclusive. Que j'ai entendu aussi parler de processus aujourd'hui que je trouve intéressant. Je suis un peu d'accord quand on parle de projet de territoire. J'espère que ce n'est pas la volonté de formatage, parce que ce serait fort dommage. Voilà. Moi, quand j'entends projet de territoire, j'entends un peu de restriction. Je voudrais voir de l'ouverture à tout et à tous. Très bien, merci beaucoup. Bérénice. Oui. Donc, bonjour, je suis Bérénice Dondel et je représente ADPES, qui est le mouvement pour l'économie solidaire en Occitanie. Alors, nous avons au cours de ces 2 journées beaucoup parlé d'approche plurielle de la culture, de l'identité culturelle et quelque part aussi de co-construction des politiques publiques, notamment en matière culturelle. C'est quelque chose que le mouvement pour l'économie solidaire défend effectivement et si possible de manière ascendante. Et il est vrai que dans ce territoire et dans ce département, je crois que messieurs et mesdames les élus ont à cœur de faire ce travail. Cependant, peut-être un point qu'on n'a pas évoqué dans le bilan qu'on vient de faire. Alors je vais faire un petit saut vers l'économie solidaire, l'économie sociale et solidaire. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, en France en tout cas, mais aussi en Europe, c'est que les politiques d'économie sociale et solidaire portées par les collectivités locales sont d'autant plus pertinentes et efficaces, efficientes, selon les mots consacrés, qu'elles sont transversales. C'est-à-dire qu'elles, justement, on ne les porte pas uniquement... Alors certes, il y a une direction, un service, un budget, mais néanmoins, il y a beaucoup de transversalité opérée avec l'économie, bien évidemment, avec la cohésion sociale quand elle existe, avec le service culture, la direction culture, etc. Et peut-être pourquoi pas l'agriculture. Pourquoi ça fonctionne mieux? Parce que justement, ça permet de rendre plus pertinents des dispositifs quand les projets qui sont présentés, quand les projets d'entreprise ou quand les initiatives
initiatives qui sont portées par les territoires arrivent, elles sont souvent, quand elles sont justement un petit peu porteuses d'innovation, elles sont atypiques. Elles ont plein d'aspects différents. Et donc, de ce fait, les collectivités locales peuvent y porter une attention plus globale, je dirais. Donc, c'est peut-être un peu une question que je lance comme ça, mais comment vous, ici, sur ce territoire en Ariège, vous portez, ou au travers du massif peut-être même, vous essayez d'induire de la transversalité entre l'économie sociale et solidaire, entre l'agriculture, entre l'économie et entre la culture, etc. etc. Et du coup, il y a un rebondissement. Je ne serai pas longue. Je pense que notre société est figée. Alors, vous êtes qui? J'ai un programme européen, excusez-moi. Et je vais vous dire pourquoi c'est le téléphone. Bon, ici, tout le monde est donné, donc mais pour ailleurs, ça peut être une opportunité. Je disais que notre société est complètement figée, ne se parle pas, et qu'effectivement, l'innovation, elle peut être tout simplement, comme le rappelait tout à l'heure, dans l'articulation entre les acteurs. La culture, je pense que c'est le dialogue entre les acteurs. Et ça, on n'oublie pas quand on regarde un projet de sport, tourisme, on oublie les agriculteurs, etc. etc. On avait fait d'ailleurs, plus jeune, une coopération entre les Pyrénées et les Basques, qui était d'ordre culturel et qui voulait tendre vers un dialogue et une discussion entre les différents usages sur la montagne. Très intéressant. Toute cette innovation qui permet d'intégrer des nouveaux. Les nouveaux, ils s'intègrent. Ne perdez pas espoir à la SAC. Vous prenez par exemple les chers, il y a la moitié du conseil municipal qui est ancien, l'autre moitié qui est nouveau, etc. Machin. Le maire qui est nouveau. Il y a des... Et justement, je veux dire, l'Europe, moi je refuse à ce qu'on continue à oublier l'Europe. Et je veux dire, qui a parlé de l'Europe au présidentiel? Qui a parlé du bilan? Qui a parlé du retour d'argent? Excusez-moi, c'est très pragmatique, mais les cultureurs en ont besoin aussi. Eh bien, utilisez-le dans l'autre sens. Ici, tout le monde connaît le leader, avec les avantages et les inconvénients. Mais évidemment, il faudra avancer, etc. Mais si on le fait avec des acteurs globaux, comme la DEC, je veux dire, on sait le changement des compétences sur la culture, on a perdu les conventions culturelles, c'est ça sur les terrains. La DEC voilà, avait sa convention culturelle, d'autres pays aussi. Qu'est-ce que la région a dit? Allez voir vos leaders liés en traction de développement de l'économie rurale, typiquement pour articuler les acteurs dans les extérieurs, puisque deux volets, il y a un volet d'aide au projet territorial, et donc on a aidé, la musique ici traditionnelle, de l'autre côté de la frontière, etc. Bon. Donc un volet territorial et un autre volet pour satisfaire un peu mieux les ouvertures et les innovations, c'est le volet coopération. Voilà. Il faut en fait, c'est quand même fait pour ça, même si on y met effectivement beaucoup trop d'administratifs financiers. Leader, le premier message des leaders, c'est que celui-là, c'est le seul fonds qui aide naturellement beaucoup plus le fonctionnement que l'investissement. Pourquoi faire l'investissement si ça ne touche pas derrière? Voilà. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'inconvénients, mais il y a des avantages, et surtout quand on est articulé, notamment comme la DEC. Donc, comme je vois que tout le monde arrive de régions différentes, rapprochez-vous de vos leaders. Si c'est en amont des candidatures, tant mieux, nous on a pu mettre la culture dedans. Les élus l'ont voulu aussi, pas de souci. Et si c'est maintenant, allez les voir, demandez-leur s'ils ont inscrit aussi cette part avec le reste des acteurs. Oui, mais je crois qu'il faut se battre pour retrouver l'esprit leader, si je peux me permettre, madame, qui est devenu justement assez procédurier. Et donc on a par exemple un acteur devant vous, là, Bruno Collin, qui pourrait vous témoigner de cette affaire. Voilà, de manière très concrète. Non mais franchement, le leader, c'est plus un programme malheureusement, alors c'était un programme d'initiative communautaire. On a fait les pics. C'est devenu avec le mainstream, vous voyez, le courant. Donc ça, typiquement, tout le monde s'en fout, mais typiquement, c'est quelque chose que nous, acteurs, nous devons scander, revendiquer, parce que sinon, moi, je l'ai dit au ministre l'année dernière, et je le redis devant vous, c'est de la confiscation et du détournement d'argent public. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que les territoires doivent s'en emparer, pas les institutions, les territoires. Tout à fait. Et l'Europe nous appartient. L'Europe nous appartient. C'est à nous de la créer au quotidien, comme la démocratie d'ailleurs. Très bien. Oui, alors,
Monsieur Pujos. Donc, quelqu'un a crié au loup tout à l'heure pour parler de marketing, mais je pense que on devrait mettre du marketing dans nos politiques publiques dans le sens que lorsque vous achetez, je sais pas, vous achetez un smartphone aujourd'hui, tout est fait par le constructeur pour qu'il soit d'utilisation immédiate et simple. Voilà. En matière de politique publique, le drame aujourd'hui, c'est pas forcément le manque d'argent public, même si effectivement tout se raréfie, c'est aussi la lourdeur, la complexité des procédures. Rien n'est fait pour l'utilisation, une mise en main rapide. Voilà. Donc ça, c'est je partage tout à fait ce constat et que voilà, on rentre dans une logique malheureusement beaucoup trop bureaucratique et administrée, voilà, et qui déshumanise aussi des acteurs de terrain parce qu'ils rentrent dans des logiques finalement pour lesquelles ils ne sont pas faits ou ils ne sont pas engagés initialement. Il y avait une question qui était posée au territoire à Nice et à vous aussi Charles, mais sur la question de la transversalité. Après là-dessus, Jean-Yves Dubourg, c'est une des préoccupations qu'on a effectivement au sein de l'ADEC, et donc on a ouvert depuis 2-3 ans sur un collège d'acteurs économiques et sociaux, qui nous permet déjà d'aller discuter voilà, en concertation avec l'ACTAF, des entreprises d'insertion, des entreprises d'économie solidaire, et on a aussi un travail assez lourd avec l'éducation nationale, de formation, des encadrants, tout ça. Donc on est dans ce souci-là d'eux, mais bien évidemment ça prend du temps, des énergies. Sur la question de transversalité, enfin, nous, il se trouve qu'on gère un fonds qui peut intervenir sur plein de sujets. Enfin, par exemple, au début à l'introduction du bouquin, sur la commune du Stou, par le du cercle Cacadeille, on intervient sur des actions économiques, sur des actions agricoles, etc. Donc on pratique un peu cette transversalité parce qu'on a la chance d'être adossé à un fonds ou à des procédures qui le permettent. Alors quelque part, j'ai envie de dire, ça devrait être finalement une sorte de règle commune à n'importe quel service, à n'importe quelle action, que de dire voilà, que ça fasse partie des critères d'évaluation de sélection, de dire pourquoi le projet a une dose de transversalité. Voilà. Alors après, je me méfie aussi de fixer ce genre de règles, parce que par exemple, on l'a vu en matière environnementale, on a dit, oula, il faut que chaque projet, il faut qu'on évalue quel est son impact carbone. On a demandé à tous les... moi j'ai connu ça par exemple pour des projets, mais de manière absolument risible, où on demande à pour construire une cabane pastorale en altitude, de quelle manière l'exploitant, l'éleveur ou la commune, si c'est un espace collectif, a pris en compte effectivement cette question des émanations de carbone et voilà, ce qui alourdit et qui rend plus coûteuse la procédure. Finalement, l'objectif qui est intéressant, il est complètement contrarié par effectivement les nouvelles règles. Voilà, et aujourd'hui aussi, les gens comme vous cherchez certainement à ce qu'il y ait plutôt moins de règles ou plutôt plus de règles. Bien, moins de règles et plus voilà. Ce que je vous propose, liberté chérie, ce que je vous propose, c'est qu'on entende, si vous en êtes toujours d'accord, Jean-Noël Vigneault, président de la communauté de communes du Couserans-Pyrénées. Voilà, et puis on se dirigera vers le chapiteau, c'est ça? Merci, monsieur. Merci à vous, merci de me permettre d'intervenir en dernier pour pouvoir conclure ce séminaire de 2 jours en Couserans. Il était bien normal, effectivement, que le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, et également président de l'ADEC, puisse s'adresser très directement à vous. Je n'ai malheureusement pas pu participer à la première journée hier, vous vous doutez que j'ai un emploi du temps relativement chargé, mais je souhaitais être présent pour les restitutions et les conclusions. Je ne serai pas long, je vous rassure. J'aurai l'occasion, bien sûr, d'adresser un certain nombre de remerciements. Je voudrais dire simplement quelques mots en préambule. D'abord, pour vous dire que nous avons été très honorés et heureux de vous accueillir pour ce séminaire national dans ce magnifique site de Saint-Lizier, qui est inscrit au grand site ex-Midi-Pyrénées et Occitanie. Je salue monsieur le maire de Saint-Lizier au premier rang. Au cœur du Couserans, qui est un territoire, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'une grande cohésion géographique.
sociale et culturelle. C'est très important par rapport au débat que nous venons d'avoir. Nous souhaitions vous réserver le meilleur accueil chaleureux. J'espère que vous aurez trouvé un peu de chaleur humaine auprès des personnes qui vous ont accueillis. De chaleur tout court, je n'ai aucun doute, avec un thermomètre qui a atteint 30 degrés hier après-midi. Je redeviens sérieux un petit peu. Vous avez fait donc le choix de venir débattre du projet culturel de territoire dans un territoire qui est en pleine mutation. Ça a été dit, nous vivons une fusion de 8 communautés de communes qui impacte 94 communes. C'est sans nul doute une singularité au niveau national. Nous sommes très peu à atteindre de tels niveaux. Et c'est également, vous en doutez, un grand défi. Certes, nous nous étions préparés. Nous avions la chance d'avoir ce que nous appelions à l'époque un pays couserand, mais qui avait été transformé ces derniers temps en pôle d'équilibre territorial et rural, que j'avais l'honneur de présider. Et donc ce territoire doit s'organiser, il s'organise. Ça a été dit, il a commencé à rédiger un nouveau projet de territoire, co-construit, effectivement, c'est important de le souligner, avec des élus, mais également avec des forces vives. Et dans ce projet de territoire, il y a effectivement un volet culturel qui démontre, s'il en fallait, qu'il y a une vraie ambition du territoire sur le plan culturel. Plusieurs pôles ont été créés, là encore un pôle spécifique dit culturel et patrimoine. L'Agence de développement de l'économie culturelle continue à vivre, ça a été également rappelé, elle doit réfléchir à son évolution dans ce nouveau contexte. Et un conseil de développement qui est bien sûr toujours d'actualité, qui au passage est composé de 80 membres, forces vives. Sur un territoire comme le Couserans, c'est non négligeable. Donc tout ça me fait dire qu'effectivement, ce choix du Couserans était certainement un bon choix, parce qu'il y avait matière pour vous à nourrir vos réflexions. Vous avez choisi également un territoire qui considère que la culture est un vecteur de qualité de vie, de lien social et de développement économique. Ça a été rappelé en tout début de matinée. Vous avez choisi également un territoire où les initiatives culturelles sont très nombreuses. Ce qui prouve, s'il en fallait, que ce territoire rural est reconnu comme un territoire bien vivant. Je tenais très sincèrement à vous remercier pour ce choix et merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent. Je tenais également à féliciter les participants pour la qualité des échanges et des réflexions menées. Nous en avons eu un bel exemple ce matin, qui nous permettront, sans nul doute dans nos différentes structures, de construire, de faire évoluer et de pérenniser nos projets culturels. Pour terminer, un certain nombre de remerciements, bien sûr, pour l'organisation générale, la Fédélima, l'UFSIC, avec le U, c'est très important, TEMA, la Fédération nationale des arts de la rue et le CNV, les Localos, Arcade et toute son équipe, l'ADEC, et notamment ses membres, et particulièrement l'association Acte en Scène, pour l'aide précieuse qu'elle nous a apportée dans la mise en forme de ces journées. Bien sûr, le pôle culture et patrimoine de la communauté de communes, avec les agents et les élus. Monsieur le maire de Saint-Lizier, avec son conseil municipal, ainsi que les agents du service technique, qui ont mis tout en œuvre pour que l'accueil soit le meilleur possible. Je salue également Madame le maire de Montjoie, je ne sais pas si elle est présente ce matin, peut-être qu'elle sera présente au buffet tout à l'heure, qui a apporté sa contribution, puisqu'il y a eu une diffusion de spectacle de Jean Bosco hier soir dans sa salle municipale, ce qui nous a permis d'ailleurs de voyager pour ce qui était un certain nombre de fois entre le Morvan et l'Ukraine. Enfin, les services techniques de la communauté de communes, bien sûr, qui se sont mobilisés pour essayer également d'être au rendez-vous. Tous les intervenants et témoins, dont certains sont venus de très loin, j'ai noté, sur le territoire national, je dirais deux mots pour conclure. Enfin, pour leur présence, Monsieur le commissaire de Massif, Madame Christine Tecky, vice-présidente du conseil départemental, qui a été
obligée de nous quitter. Madame Christine Gaston, conseillère départementale du Couserans Ouest. Madame Fort, qui représente Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Girons. Bien sûr, mes collègues élus, tous les participants à ces rencontres nationales, élus, professionnels, militants associatifs. Pour conclure, je voudrais simplement encore rajouter 2 mots. Pour ceux qui découvraient ce territoire pour la première fois et qui, je l'espère, l'ont apprécié, c'est vrai qu'en 2 jours, c'est un peu court, je vous demande d'être nos meilleurs ambassadeurs pour faire connaître ce Couserans qui le mérite. Souvent, quand j'ai l'occasion d'intervenir sur des moments culturels, j'ai l'occasion de conclure toujours de la même façon, et c'est ce que je vais faire ce matin, et j'en terminerai ainsi, en vous disant, pour que vive la culture en Couserans, pour que vive la culture dans les Pyrénées, monsieur le commissaire, pour que vive la culture ailleurs. Je vous remercie, bon retour à toutes et à tous.